Pour ce deuxième épisode de Jeanne Culture, on rencontre Mélanie Gagné, propriétaire de la petite brûlerie à Deschambault, suivie d'un reportage avec Colombe Bourque du Cercle des fermières de Portneuf qui nous parle de la technique de broderie de Lunéville. Bonjour Mélanie Gagné, bienvenue à Jeanne Culture. Donc aujourd'hui, on parle un peu de ton commerce, de ton bébé en fait que tu as parti à Deschambault. Donc, toi, tu viens pas d'ici, tu as choisi Deschambault. Pourquoi exactement? J'ai eu un coup de cœur, tout simplement. J'étais venue en visite avec un ami en 2010. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le village, pour la vibe qu'il y avait ici, les gens, la dynamique. Puis j'ai commencé par déménager ici pour travailler dans un restaurant, l'Angélus, qu'il y avait dans le temps ici à Deschambault. Puis de fil en aiguille, j'ai voulu rester, fait que je cherchais une manière de me créer mon propre emploi. Tu avais le rêve de partir une brûlerie dès le départ? Pas nécessairement, sauf que quand j'habitais à Montréal, avant, ça faisait des années que je travaillais dans des cafés, finalement. C'est sûr que j'aimais ça, puis que je travaillais là-dedans, puis j'avais quand même pas mal de connaissances là-dessus, fait que ça s'est comme imposé de façon naturelle, surtout que je sentais qu'il y avait un besoin pour ça dans Portneuf. Puis, quand tu as parti ton entreprise, quel accueil tu as eu ici? Est-ce que les gens étaient habitués d'avoir du café de ce style-là dans la région? Tu es encore la seule, là, après quand même 7 ans. Je te dirais que je l'avais senti avant d'ouvrir la brûlerie qu'il y avait déjà un très grand intérêt, qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui s'achetait du café, mettons, à Québec ou à Trois-Rivières, parce qu'ils voulaient acheter du café torréfié localement, puis bio-équitable et tout ça. Fait que j'avais déjà senti que les gens espéraient ça, dans le fond. Fait que j'ai eu un super bel accueil. Du jour au lendemain, là, il y a eu plein de monde qui sont venus pour s'intéresser à ce que je faisais, puis s'acheter du café parce qu'il est fraîchement torréfié, puis qu'il est bio-équitable et tout. Comment tu choisis tes produits, justement? Tu parles de torréfaction, tu fais tout ici dans ton commerce. Les grains de café, on s'entend, ça vient pas du Québec. Comment tu as choisi? Comment tu as perfectionné cette technique-là aussi de torréfaction? Premièrement, j'importe, je fais affaire avec une coopérative d'importation de café vert. Pas mal 99% du café que j'achète vert, je l'achète par le biais de Cooperative Coffees, qui est une coopérative qui réunit plusieurs torréfacteurs d'Amérique du Nord. Puis, dans le fond, ils importent des grains de café vert. Il y a tout un processus, évidemment, pour évaluer les certifications puis la qualité du café. Ça, c'est eux qui s'occupent de ça. Après ça, moi, j'ai une liste puis je peux choisir les cafés qui me conviennent là-dedans. Mais je fais affaire avec eux parce que c'est une petite entreprise qui ont des règles éthiques qui concordent avec mes valeurs dans leur façon de faire des affaires avec les producteurs de café. Ils font affaire juste avec des petites fermes familiales. La plupart des fermes, c'est de la récolte à la main. Ils ont des certifications biologiques aussi, presque tous, parce que c'est des petites fermes familiales, puis que c'est ça qu'ils font dans la vie, là, finalement. Là. Puis pour ce qui est de la technique de torréfaction, de la technique même de faire un café avec la bonne machine, avec la bonne mouture et tout ça, tu as appris ça comment? Est-ce que c'était des expériences à Montréal? Ou, c'est comme deux choses. Premièrement, le côté barista, de comment travailler sur préparer les cafés, faire des lattés, des espressos, les techniques d'extraction et tout ça. C'est sûr que ça, j'ai commencé à apprendre en travaillant dans des cafés à Montréal. Fait que je te dirais que ça fait au moins 10 ans que je suis en apprentissage constant là-dessus, parce qu'on peut toujours apprendre plus puis évoluer, là, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai travaillé dans plusieurs cafés différents, dans un café à Québec aussi, pendant que j'étais en démarrage de la brûlerie ici. Fait que j'ai appris, pour ce qui est du côté barista, j'ai appris là. Puis j'essaye toujours d'améliorer mes connaissances. Comme l'année dernière, j'avais suivi une formation d'une journée. J'avais fait venir quelqu'un de l'Académie de café de Montréal qui est venu ici pour me montrer encore plus de techniques pour l'espresso. Fait que ça, c'est une chose. Pour ce qui est de la torréfaction, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations en torréfaction qui existent. C'est un domaine
Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais la plupart des formations sont aux États-Unis, puis ça coûte assez cher, puis c'est complexe. Donc, au début, quand j'ai ouvert la brûlerie, il y a 6 ans, j'avais pas de formation. J'ai appris en achetant des livres, j'ai lu des livres, j'ai lu sur Internet, puis c'est sûr qu'au niveau de mes connaissances de café, je partais pas de zéro non plus, j'avais certaines connaissances. Fait que c'était un peu de essai-erreur. Puis après ça, 2 ans plus tard, j'ai été suivre une formation d'1 semaine dans le Vermont, spécifiquement pour la torréfaction, ce qui m'a permis quand même d'améliorer mes techniques, là, puis d'apprendre plus de choses. Mais je suis encore en train d'en apprendre maintenant, là. C'est erreur, puis j'imagine aussi avec le type de grain que tu achètes, puis une fois que tu achètes un nouveau type de grain. Chaque type de grain est différent, donc ça nécessite quasiment une recherche et des apprentissages à chaque fois que j'ai un nouveau café à torréfier. Premièrement, le terroir d'origine du pays lui accorde certaines caractéristiques propres à son terroir. Un peu comme un vin, par exemple. Oui, c'est sûr. Dépendamment de la variété de plantes, dépendamment du climat dans lequel il se trouve, à l'altitude aussi. Puis par la suite, nous, à la torréfaction, c'est sûr qu'il y a la torréfaction qui vient aussi donner des notes de goût et d'arôme au grain de café. Fait qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Il y a, oui, la torréfaction, mais il y a aussi le grain vert de où il vient. Puis c'est un peu ça qui est le défi en torréfaction, c'est de cuire les grains de café de façon à faire ressortir le plus possible ses caractéristiques de son terroir, son goût fruité aussi, parce qu'on oublie souvent que le café, ça vient d'un fruit. Puis tout ça en y donnant d'autres textures, d'autres arômes qu'on peut faire avec la torréfaction qui fait en sorte qu'il soit agréable et complexe et équilibré à la fin. Bon, Mélanie, comment on fait ça, un bon café? Montre-moi là, puis je vais essayer de te reproduire les gestes de la barista après. Bon, il y a quand même plusieurs étapes. Premièrement, alors, on prend le porte-filtre. Moi, je fais uniquement des espressos doubles. Puis l'important du porte-filtre, c'est qu'il soit propre et sec. Donc, je l'essuie comme ça. Ici, j'ai mon moulin qui moud le café sur demande. Donc, c'est sûr qu'à la maison, c'est pas tout le monde qui a un moulin, mais je le recommande fortement parce que conserver le café en grains, ça le conserve mieux et plus longtemps. Moi, il est préenregistré pour mettre la bonne quantité de café dans mon espresso. Dans celui-là, je mets 15,5 grammes, mais c'est déjà tout programmé. Je l'enfonce au fond. Il arrête tout seul. Après ça, j'ai ce petit instrument qui est un bouchon de liège, fabriqué maison, qui est un bouchon de liège avec un trombone pour défaire les motons. OK. Parce que quand le café qui se moud avec la statique et tout, ça fait des petites boules. Là. Donc, pour défaire les petites boules et que le café soit bien réparti, on fait ça comme ça. Ensuite, c'est important de presser le café avec de façon semi-forte. OK? Après, on essuie s'il y a du café tout le tour. OK. Après ça, je fais couler un petit peu d'eau. Donc, ce bouton-là, ici. Le bouton rose. Le bouton rose, il fait couler de l'eau pour s'assurer que tout est bien nettoyé, puis aussi pour réchauffer la douchette en dessous. Ensuite, on met le porte-fil dessus, la tasse en dessous, puis on pèse sur le bouton. C'est sûr qu'à la maison, ils ne sont pas pré-programmés, nos machines. Mais ici, dans la brûlerie, ils sont programmés déjà pour que ça fasse toujours le même café idéalement. Puis là, tu as choisi des machines qui fonctionnent bien avec le type de café que tu fais. Comment ça marche, choisir la bonne machine? Non, pas nécessairement. Là, il faut surtout... Toutes les machines se ressemblent. Après, il faut savoir bien les utiliser. Là. C'est plutôt l'utilisateur derrière la machine qui fait la différence. Oui, c'est sûr. Puis après ça, c'est une question de... Est-ce qu'on veut jouer avec la pression ou pas? Moi, la pression, elle est toujours la même. Faut qu'il y ait 2 bouilloires différentes. Une pour alimenter les cafés, puis une pour alimenter le mousseur à lait, pour pas qu'un tire du jus de l'autre. Pour que les 2 fonctionnent bien. Puis après ça, on peut choisir le nombre de poignées qu'on veut, là, 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai 2. Ici, quand même, t'en as 2, ça roule.
Oui. Donc là, le café est coulé. Il nous reste à mousser le lait. Mousser le lait, c'est un art très complexe. Puis on n'est même pas rendu dans le latte art encore. Là. Non, c'est juste pour le mousser. C'est sûr. Donc, je vais essayer de t'expliquer toutes les étapes pour que tu puisses les reproduire après, mais ça va quand même assez vite parce qu'il y a de la pression, il y a du jus là-dedans. Là. OK? On commence par purger la buse, comme ça. Ensuite, la buse, tu l'envoies. Il faut qu'elle soit submergée dans le lait. Est-ce qu'elle touche au fond? Non. OK. Mais elle est submergée. OK. Après, on va lancer la pression. Tu y vas pas à moitié, tu l'amènes directement au fond. OK? Fait que tu commences à mousser dans le fond. Après, tu remontes la buse légèrement à la surface pour laisser rentrer de l'air. Ensuite, tu vas ramener la buse dans le fond et pour créer un tourbillon avec le lait. Puis après, tu l'arrêtes. Puis t'essuies. C'est pas très long quand même. Non, c'est sûr. Après, pour enlever les bulles d'air, tu peux taper le pichet comme ça puis brasser le lait. Puis après, tu vas être prête à verser. Et voilà. Tu nous fais un petit cœur. Oui. C'est comme ton classique. Oui. Wow, c'est ouais. OK. Alors, je me lance. Là, on a dit qu'il fallait laver ça. Aide-moi pas, je vais essayer de me rappeler toutes les étapes. OK. Il y a pas mal de petits motons dans mon... Ça, c'est la technique du bouchon de liège, la fameuse technique développée par Mélanie Gagné. Technique savante. Mais chaque détail compte. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait qu'il est aussi bon. Mais t'es pas obligé de faire ça longtemps comme ça, là. Moi, je suis comme super minutieuse. J'enlève toutes les petites... Il va être vraiment bon, mon café, tu vas voir. Ça y prend 5 minutes, tu sais, enlever toutes les petites bulles. Bon, OK. Donc là, ici, je pèse assez fort. En essayant de rester droite. Alors, pèse dessus. Rester droite, OK. OK, c'est beau. Je pense que tu pèses. Ouais, c'est beau. C'est bon, ça? OK. Est-ce que tu l'as bien serré? Oui, je sais pas. Okay. Sinon, ça aurait coulé à côté. Ça aurait été une belle... pour les bloopers. Le bouton jaune. Okay. Comme ça? Ouais. OK. Donc là... Ah non, il faut que je purge. Ben, c'est pas grave. Ah non, je l'ai pas fait. Il fallait que tu le fasses avant de mettre le manche, mais c'est pas grave. Là, je l'ai mis, puis c'est fini. Vaut mieux pas l'enlever. Bon. Ah oui, OK. Tu peux appuyer sur le jaune, bouton. Hein? Oui. Il va arrêter tout seul. Il y a quand même vraiment beaucoup d'étapes. C'est des petits détails, là, effectivement. Oui, et puis là, t'es rendu au moussage de lait. Alors, le moussage de lait. C'est ouais, hein, c'est ça? Ben c'est dur. Ça a l'air facile, mais c'est dur. T'en as scrappé des pains de lait? Ben oui. Avant d'être bonne. Bon, OK. Et ça se fait tout seul, ça va bien. C'est le moussage de lait. Donc là, on a dit qu'il fallait que je purge ça. C'est pour éliminer le lait si jamais il y en a d'accumulé dans la buse. OK. Donc ici, on submerge ça comme ça. Puis là, c'est vraiment pas long, hein? Donc, un genre de 5 secondes, peut-être? Pour tester la chaleur, dans le fond, pour savoir quand il est prêt, tu mets ta main sur le pichet. Puis quand ta main est plus capable de rester là parce que c'est trop chaud, tu l'enlèves puis tu attends 1 ou 2 secondes. Mais au son, on le sait quand le lait il est trop cuit, ça commence à faire un bruit plus sourd. Ça veut dire que le lait il est en train d'être brûlé puis il sera pas bon. Bon, je sens que je vais brûler mon lait en arrière. Ramène à la surface. Encore une petite shot. OK. On aurait pu y aller avec le thermomètre aussi, c'est juste que moi, j'en utilise plus. Mais non, c'est ça, t'es rendu à un autre niveau. Bon, il est pas pire. Il est pas pire. Il est pas pire. Je sais pas, je sais pas, j'ai de la misère à dire s'il est pas pire. Bon, OK, là, je vais essayer de faire mon latte art. Donc là, tout était comme... Oui, c'est ça, il faut que je fasse un cœur. C'est plus facile. Après ça, à un moment donné, t'as fait un affaire de même, là.
Hey. Puis là, je sais pas trop. Hey, ça ressemble à un cœur, hein? Bon, c'est presque un cœur. Alors, premièrement, quand je reçois le café vert, il est dans des grosses poches comme ça. Il est cru. Là, il n'est pas cuit encore. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Le café vert, c'est comme ça. C'est super petit et dur et on ne peut pas vraiment le consommer de cette façon-là. C'est vraiment en le faisant cuire après qu'il devient propre à la consommation. C'est ce qui donne sa couleur noire ou brune et tout ça. Donc, on pèse des quantités de café vert pour les mettre dans le torréfacteur. Alors, une fois le café vert pesé, il vient ici en haut, dans la cuve en attente. Fait qu'on met le café vert là-dedans. Moi, mon torréfacteur, il a une capacité de 10 kg, donc on ne va pas au-dessus de ça. On met la quantité de café vert prépesé en haut. Ensuite, ça ici, c'est un gros cylindre qui tourne constamment. Puis en dessous, il y a du feu, dans le fond, alimenté par du propane. Okay. Donc, c'est là que ça se passe, là-dedans, la cuisson. Le cylindre, il tourne comme ça avec les grains de café, puis il chauffe pendant ce temps-là. Nous, on contrôle ici la force du feu qu'on veut, la force de la flamme. Si on veut une flamme très forte ou y aller plus doucement. Puis, on contrôle la température aussi. Puis la circulation de l'air avec la trappe en dessous. Si on trouve que le café il ne se cuit pas assez vite, on peut jouer avec la trappe d'air pour qu'il conserve mieux sa chaleur. Puis une fois que la torréfaction est terminée, normalement, c'est entre 15 et 20 minutes. Ah, OK, c'est pas très long quand même. Non, pas plus que ça. Après, le café, il sort, puis il vient dans la cuve de refroidissement, comme en ce moment. Ça, c'est une cuve qui sert à ce que le café se refroidisse le plus rapidement possible parce que techniquement, quand on a fini la cuisson puis qu'on le sort, il est rendu à la température optimale qu'on veut qu'il soit. Donc, dans cette cuve-là, il y a un ventilateur en dessous qui pousse de l'air. Puis le fait que ça brasse, ça lui permet de refroidir rapidement parce que sinon, il continuerait à cuire sur lui-même. Puis est-ce que ça arrive souvent que tu dois justement ajuster tes températures ou tu ouvres la trappe parce qu'il y a des problèmes de... Oui, souvent parce que la torréfaction est influencée par toutes les conditions du jour. La pression atmosphérique, le taux d'humidité, la température, tout ça influence le processus de cuisson. Puis les grains ils réagissent différemment selon ces données-là. Donc, à chaque matin, on regarde les données du jour puis on s'ajuste en fonction de ça. Oui. Donc, vraiment, à chaque jour, OK. Oui. Après, on peut ajuster certaines choses pour que ce soit plus facile compte tenu des conditions. Puis, c'est sûr qu'on a un cartable aussi tout le long de la torréfaction. On prend en note la température avec le temps. Donc, c'est un travail actif quand même. C'est pas comme la machine tout à l'heure où est-ce que, tout est prépesé, la pression est déjà faite. Là, non, c'est sûr par contre que chaque café a une recette préétablie. Quand j'ai un nouveau café, je fais différents tests puis je détermine quelle cuisson, quelle torréfaction que je veux pour ce café-là. Après, c'est juste que c'est très difficile d'arriver à toujours reproduire la même torréfaction puisque les conditions changent. Puis même d'une année à l'autre, ça peut être le même café, mais c'est une récolte d'une autre année. Donc, ça peut tout changer. Donc, les années de récolte, tu dois encore faire des nouveaux tests pour t'assurer du goût. J'imagine que le plus grand défi, ça doit être finalement de s'assurer de l'uniformité du goût des cafés. C'est très, très difficile. Autant au niveau de la torréfaction que aussi, comme on a fait tantôt, là, au niveau du service, d'avoir une constance, je dirais que c'est presque impossible. Donc, Mélanie, ton café, un café en général, c'est un lieu de rencontre. C'est plus que juste boire du café. Surtout en campagne comme ça, les gens, ils vont pas prendre un café pour emporter. Ils vont rester, ils vont le boire, ils vont jaser autour du café, dans le commerce. Tu as réussi à faire, justement, avec la petite brûlerie aussi, un lieu culturel, plus généralement. On a des produits derrière. Tu vends aussi différents produits d'artisans locaux. Tes tasses, c'est Marc-Claude Girard de Saint-Alban qui les a fait. Donc, même dans un commerce comme ça, en démarrage, tu l'es plus tout à fait, là, mais un jeune commerce, même dès le départ, ou presque, tu avais des produits faits à la main. L'intérêt que tu as pour ça, justement, de souligner ce qui se fait dans la région, la culture,
le savoir-faire, ça vient d'où exactement? Bien, c'est sûr que pour moi, j'ai toujours été autant passionnée du café en tant que produit qu'en tant que lieu. Tu sais, c'est super intéressant partout dans le monde comment les cafés sont un pôle d'attraction des gens. Là, c'est des lieux de rassemblement partout, tu sais, puis en région. Il en manque de ce genre de place-là. Tu sais, en ville, il y en a à tous les coins de rue. Il y a plein d'endroits pour que les gens de chaque quartier puissent se retrouver puis échanger, mais en région, c'est très, très rare, puis c'est dommage. C'est un peu, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu démarrer la brûlerie il y a 6 ans. C'était pas juste pour me créer mon métier de torréfactrice de café, mais aussi pour offrir un lieu de rassemblement et d'échange aux gens du coin. Puis je vois que ça fonctionne vraiment, puis que les gens avaient besoin de ça. Là, je l'ai senti très, très rapidement. Puis moi, c'est sûr que ça me fait triper. Là. Moi, je suis déménagée ici parce que j'ai eu un coup de cœur pour Deschambault, puis je tripe sur mon village, je tripe sur ma région, sur ma communauté. Puis c'est ça que j'aime, de voir tout le monde venir ici, puis encourager tout le monde, retrouver des produits locaux aussi. C'est très, très, très important pour moi d'avoir des produits locaux ici puis d'encourager le plus possible les entreprises du coin, dans la mesure du possible. Mon nom est Colombe Bourque. Je suis du cercle de Notre-Dame de Portneuf, dans le secteur sud. Aujourd'hui, c'est la présentation de la broderie de Lunéville. J'ai commencé à faire ça il y a 2 ans parce que j'avais un intérêt depuis très longtemps. En fait, je suis designer de mode. Je travaille comme patroniste, mais j'ai toujours aimé la haute couture. Alors, j'ai toujours voulu apprendre cette technique-là. En fait, la broderie de Lunéville, c'est une broderie qui utilise des perles, des paillettes. Le principe, c'est d'utiliser un crochet. C'est depuis 1865 qu'on utilise le crochet. Avant ça, c'était toujours de la broderie à l'aiguille, mais avec le crochet, c'est une technique qui est plus rapide. Lunéville, c'est en France. En fait, la broderie, il y en a eu partout à travers le monde, mais ce principe-là, avec le crochet, c'est français. La technique elle-même, c'est d'utiliser des fils colorés, soit pour faire seulement un point de chaînette, pour faire des décorations, ou soit on utilise des perles qui sont déjà enfilées. À la méthode française, ils sont déjà enfilés sur le fil. À la méthode indienne, les perles sont enfilées une à une. Et on utilise aussi les paillettes. Les paillettes sont soit enfilées sur le fil, le même principe que les perles, ou soit une à une à la méthode indienne. Le principe, c'est d'utiliser... Bon, souvent, on travaille sur des tissus en transparence. Le dessin est créé sur papier, transféré sur le tissu. Après ça, c'est de suivre les lignes qu'on a fait et de créer le motif qu'on veut faire, soit par uniquement des fils, soit avec perlage, soit avec paillettage, ou on peut aussi aller avec du 3D, faire des superpositions pour avoir des hauteurs qui sont différentes. En gros, c'est à peu près ça la technique de Lunéville. Ça demande énormément de patience, de temps, de dextérité, mais c'est excessivement passionnant. Bon, fait que le point de départ, c'est vraiment de faire... Là, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un point de chaînette uniquement, sans mettre de perles. J'utilise un fil qui est un peu plus gros pour donner plus d'épaisseur, parce que sinon, on utilise des fils qui sont quand même fins. Là, je suis en période du blocage. Une fois que c'est bloqué, le mouvement, c'est... Le crochet, il y a une petite... ce qui bloque l'aiguille. Ça indique aussi la direction dans laquelle on s'en va. C'est toujours un sens de mouvement horaire, c'est-à-dire que je fais horaire et anti-horaire. Horaire, je pique dans le sens où je m'en vais. Je fais un tour horaire en dessous et je ressors avec. Le mouvement que je fais présentement, c'est le même mouvement qui se fait pour insérer des perles. Sauf que quand je fais juste seulement avec le fil, je travaille par-dessus mon travail. Et quand j'insère des perles, si j'utilise la méthode française, je travaille sur l'envers du tissu. Si je fais la méthode indienne,
je vais insérer les perles en faisant mon point de chaînette comme ça. L'important, c'est de toujours avoir la même distance et la même tension. C'est là qu'il réside la difficulté parce que tant qu'au mouvement lui-même, ça s'apprend assez rapidement. Bon, le principe avec les perles, c'est que les perles sont enfilées sur ça. On amène les perles en dessous. Le principe à ce moment-là, c'est que le point de chaîne se fait sur le dessus, le même principe que tantôt. Mais les perles sont insérées une à une entre chaque point, une à une ou plusieurs, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais là, je le fais une à une. C'est le même principe, c'est mon point de chaîne. Le point, c'est la longueur de ma perle. Pour la distance du point, quand on utilise seulement le fil, bon, c'est nous qui déterminons pour avoir une belle loupe. Si on utilise des perles ou des paillettes, c'est la grosseur des perles ou de la paillette qui détermine la longueur du point chaînette qu'on fait. En fait, les inspirations, bon, j'aime beaucoup les trucs, les volutes, les motifs paisley, mais il n'y a pas de limite. Bon, là, je l'ai fait pour un sac de soirée, mais ça pourrait être un encadrement, ça peut être des scènes de nature, ça peut être ce qu'on veut, là. Avant ça, on faisait les broderies directement sur les tissus, on les manipulait. Le principe de le faire sur un tissu monté sur cadre comme ça, c'est que dans le fond, on fait juste passer notre main sur le tissu, on ne manipule pas le tissu, fait que ça ne l'abîme pas non plus. Ça permet de travailler sur des grandes surfaces aussi, parce qu'il y a des cadres avec des rouleaux à chaque côté, puis on peut dérouler des métrages de tissu et travailler plusieurs. Le travail fini de ce côté-là. C'est ce qui est ici. J'aurais aimé naître à Paris, travailler dans un des ateliers les plus réputés d'Europe, c'est-à-dire les ateliers Lesage, qui font de la broderie haute couture pour tous les couturiers d'Europe à peu près. Il y a plusieurs autres ateliers, mais entre autres, c'est un des ateliers les plus réputés.